Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous présente mes vœux, donc tout plein de bonnes choses pour la nouvelle année, la santé, la prospérité, l'amour, enfin voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur et surtout que du positif. Donc où que vous soyez sur cette petite planète, prenez soin de vous et que je dirais cette nouvelle année vous apporte tout ce que vous attendiez ou tout ce que vous espérez. Voilà, donc dans cette vidéo donc, qui était, je rappelle, scindée en deux, partie 1 donc, qui parlait donc, de la situation en France, en particulier, mais en Europe en général, suite à un courriel d'Olivier. Et dans la partie 2 donc, de cette vidéo, dont j'ai intitulé les deux vidéos Résilience, nous parlerons donc de la situation au Sénégal et je répondrai surtout à ces 4-5 questions qu'il m'avait posées, puisque Olivier envisage avec sa petite famille de venir s'installer au Sénégal. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite après l'introduction pour parler de ça. Concernant donc la situation sanitaire, donc je vais en parler. Tout d'abord, je garde les lunettes, excusez-moi, parce que avec la luminosité, j'ai un peu les yeux fragiles en ce moment, donc je préfère les garder durant cette vidéo. Mais quand je le peux, je les enlève pour m'adresser à vous directement, sans lunettes, sans rien, voilà, pour que les choses soient dites de manière la plus authentique possible. Alors concernant la pandémie, donc ici à l'heure d'aujourd'hui, je rappelle, le Sénégal par rapport à la France est en zone verte. Nous sommes le seul pays donc, du continent à l'heure d'aujourd'hui en être zone verte. J'en ai parlé il y a 4-5 jours dans le groupe Facebook. D'ailleurs, je m'étonnais que nous soyons positionnés en zone verte, étant donné que nous, dans notre vie de tous les jours, nous n'avons absolument rien changé, quasiment rien. Nous avons subi il y a quelques mois, effectivement, moins d'un an, un couvre-feu. Nous avions l'obligation d'avoir le masque quand nous allions dans des établissements publics, mais ça s'est arrêté là. Je dirais qu'après, au-delà de ça, il n'y a pas eu de grandes consignes nous imposant d'avoir une conduite très particulière. À l'heure d'aujourd'hui, je le rappelle, le masque, voilà, c'est quand vous allez faire vos courses que vous le mettez, mais hormis ça, rien de nouveau sous le soleil. Donc en début de semaine, j'avais parlé avec un médecin urgentiste que je connais très bien. Nous avions fait un petit peu le récapitulatif de ces 2 dernières années et je lui avais fait part de mon ressenti pour voir si ça correspondait ou si c'était cohérent. Et en fait, nous nous rejoignions assez bien. Alors il m'expliquait, il me disait qu'officiellement, son dialogue, c'était d'encourager les gens, ici je parle, ici au Sénégal, il me disait que son rôle ou son dialogue officiel, c'était d'encourager les gens à se faire vacciner, d'encourager les Sénégalais à se faire vacciner. Mais que lui, dans son fort intérieur, se posait la question de savoir si l'injection était pertinente ou pas. Voilà. Puisqu'il m'expliquait qu'effectivement, en début de pandémie, c'est-à-dire au mois de mars 2020, ici au Sénégal, nous avions eu des cas, mais en fait, ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait en Europe et que pendant un moment, nous étions en décalage avec ce qui pouvait se passer ailleurs. Ensuite, il m'expliquait que nous avons eu, c'est vrai, il y a quelques mois de ça, un contre-choc en quelque sorte, puisqu'il a vu arriver beaucoup de gens et avec des problèmes respiratoires. Et c'est ce qu'il m'expliquait qu'à l'époque, nous avions eu, d'ailleurs j'en avais parlé dans une de mes vidéos, nous avions eu une espèce de pénurie de bouteilles d'oxygène, sans commune mesure avec ce qui s'était passé en Inde au même moment ou quelques temps juste avant. Mais nous avions une pénurie de bouteilles d'oxygène. D'ailleurs, le gouvernement avait pris des décisions pour en importer le plus rapidement possible. Et après, ce qui s'était passé, c'est que ça s'était calmé. Et depuis, il m'expliquait, il me disait qu'au niveau des cas, c'était, je dirais, il n'y avait rien d'extraordinaire et que lui, il avait plutôt constaté une contamination Covid, mais surtout venant d'Européens qui se contaminaient entre eux. Et plus, je dirais, ou peu d'arrivées de Sénégalais. Voilà ce qu'il m'expliquait. Et là, ces derniers jours, nous avons, pas une recrudescence, mais nous avons une nouvelle contamination. Alors, est-ce que c'est lié au nouveau variant Omicron ? Je ne sais pas et je n'en sais pas plus pour l'instant, mais nous avons pas mal de gens qui sont contaminés, qui sont malades. Mon fils lui-même à Dakar, puisqu'il est rentré de vacances, il est retourné à l'école, il m'expliquait que dans son établissement scolaire à Dakar, il y avait pas mal de ses copains qui avaient été contaminés, etc. Mais voilà, on soigne, on traite, les gens restent chez eux, ils se soignent, mais je ne pense pas que, et nous verrons, l'avenir nous le dira, s'il y a une recrudescence de décès, une augmentation anormale de décès, nous le verrons.
j'ai l'impression qu'on se dirige un peu comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud dernièrement, c'est-à-dire une espèce de vague du variant, beaucoup de gens malades, mais il n'y a pas eu d'impact. Il n'y a pas eu d'impact au niveau des décès, c'est ce que l'Afrique du Sud a déclaré officiellement dernièrement. Donc voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Hein. Donc voilà pour l'instant la situation. Je reçois des informations contradictoires. Il y a des gens qui me disent le Sénégal est en zone orange par rapport à la France. Je dis non, aux dernières nouvelles, elle était en zone verte. Donc il y a beaucoup d'informations qui créent un petit peu l'incertitude, le flou. C'est d'ailleurs pour ça que sur le plan, je dirais, touristique, la saison n'est pas extraordinaire. Je vous l'avais annoncé en début de saison en vous disant je me pose des questions et je reste prudent. À l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la saison soit touristique, enfin soit formidable sur le plan touristique. Il y a des venues, il y a des gens qui viennent. Ils m'expliquent que c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, je dirais pour résumer que la saison touristique est moins pire que l'année dernière, mais on est loin d'avoir retrouvé, je dirais, une fréquence normale. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver tout de suite après pour les questions émanant donc d'Olivier. A tout de suite après l'introduction. Voilà, donc je vais essayer de répondre donc comme toujours, hein, sans montage, sans trucage, sans coupage surtout. Je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où les gens coupent et gardent les meilleures scènes pour éviter, je sais pas, des moments d'hésitation ou des moments où on cherche ces mots. Moi, comme d'hab, je laisse tel quel et comme ça vous permet d'avoir, je dirais, une meilleure appréhension, compréhension de ma vidéo. Et puis voilà, quand j'ai des doutes ou que j'ai du mal à trouver un mot, je vous le dirai. Je vous dirai là, j'ai du mal à m'exprimer, tout simplement. Donc on va faire comme ça, hein, en un seul tir, hein, one shot. Donc Olivier, voilà, donc autant pour la situation quand il me parlait de la France, j'expliquais que c'était par rapport au ressenti et aux informations que je pouvais avoir parce que ça fait 5 ans et demi que je ne suis pas rentré en France. Autant là, par rapport à la situation au Sénégal, je peux en parler en connaissance de cause, d'autant plus que ça fait 5 ans et demi que je ne suis pas rentré dans mon pays. Donc je vois l'évolution de la situation ici, que ce soit sous différents aspects, en continu. Voilà, sans interruption, sans une absence de ma part, etc. Je suis là et depuis 5 ans et demi à temps plein, donc je peux parler de la situation ici au Sénégal. Et c'est de cette manière-là que je vais vous répondre. Alors Olivier me posait la question, il me disait, on envisage de venir, c'est donc encore un projet en cours de réflexion, hein. Je pense qu'il n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui se posent cette question-là. Donc il me disait, y a-t-il un problème de sécurité au Sénégal? Alors j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, et puis je ne vous ai jamais rien caché, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Je pars du principe que pour faire venir les gens dans un pays, pour qu'ils viennent le découvrir, il faut qu'ils aient tous les tenants, les aboutissants, et qu'ils aient tous les paramètres. Si on leur cache des paramètres, je trouve que ce n'est pas correct, ce n'est pas honnête vis-à-vis d'eux-mêmes, enfin envers eux. Et je me dis, mieux faut qu'ils soient avertis, comme ça déjà, ça leur évitera peut-être de tomber dans des pièges ou dans des traquenards. Donc j'avais fait une vidéo il y a quelques temps de ça, il n'y a pas si longtemps que ça, où je donnais, d'ailleurs je vous remettrai le lien, où je donnais des conseils aux gens qui viennent au Sénégal. Donc je vous remettrai le lien de cette vidéo, c'était vraiment les conseils fondamentaux. Donc n'hésitez pas à la regarder. Mais maintenant, pour répondre à la question sur le plan général, sur le plan, je dirais, plutôt dans la vie de tous les jours ici au Sénégal, nous avons effectivement une recrudescence, d'actes d'agression, de cambriolage. Alors, il ne faut pas s'en étonner parce que les dernières années que nous avons vécues sur le plan économique ne sont pas extraordinaires, étant donné que nous avons subi de plein fouet en raison de la pandémie, la crise économique, peu de touristes, très très peu, voire pas du tout. Donc forcément, ça s'est ressenti à l'échelle nationale. Donc nous avons eu effectivement des cambriolages, des agressions. Je parlais des agressions en Jakarta, parce que c'était un des scénarios que je trouvais les plus classiques actuellement. 2 personnes sur un Jakarta qui viennent et qui vous feront un vol à l'arraché. Et nous avons eu des cambriolages en résidence, hors résidence. Nous avons eu aussi des agressions malheureusement mortelles et qu'ont subi des Sénégalais et aussi des Européens, des étrangers, des Français. Malheureusement, ça s'est fini de manière très tragique. Alors, y a-t-il un problème de violence au Sénégal? Moi qui viens de Lyon, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas l'angoisse
quand je déambule dans la rue, de me faire agresser. Je suis vigilant quand je suis dans des moments où il y a énormément de gens, par rapport au pickpocket, etc., ou un vol à l'arraché, effectivement, mais je ne suis pas dans l'angoisse. Et c'est souvent ce que je dis aux gens, il y a plus de probabilité de se faire agresser dans le métro à Lyon qu'au Sénégal. Donc voilà, donc simplement pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu une reconnaissance. Nous voyons des scénarios qui, il y a une quinzaine d'années, nous relevaient de l'exceptionnel, du très très rare, et maintenant c'est devenu, je dirais, plus courant. Donc je ne considère pas, je vous le dis bien, je ne considère pas le Sénégal comme un pays violent. On n'est pas, c'est pas le Venezuela, c'est pas la Colombie. Moi j'avais une amie cubaine qui vivait au Venezuela, elle m'expliquait qu'elle ne pouvait pas aller le soir sortir parce qu'il y a des gens qui se trimballent avec une arme à la ceinture. Bah, vous voyez, on en est loin, on n'est vraiment pas dans cette situation-là ici. On est dans un pays qui est calme, où les gens en temps normal, je dirais, ne sont pas violents. Il y a des fois dans la rue, vous voyez des disputes où ça crie, ça hurle, mais rarement ça passe à la violence. C'est très violent sur le plan verbal, très fort, et d'ailleurs on croit que ça va passer à une agression physique ou à une bagarre, et généralement ça se calme parce que les gens interviennent pour calmer la situation. D'accord? Et je dirais donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Simplement, quand vous êtes chez vous, bah, voilà, vous fermez vos portes, vos fenêtres. Et puis les cambriolages, effectivement, comme partout sur la planète, ça existe. Et d'ailleurs, dans la vidéo dont je vous avais mis le lien il y a quelques minutes de ça, c'est ce que je dis, ne venez pas avec des objets de valeur, ne venez pas avec le dernier iPhone, ne venez pas avec la dernière montre de luxe, etc. Sachez que vous êtes dans un pays où les gens ont quand même du mal à joindre les deux bouts. Ils ne sont pas bêtes parce qu'ils sont informés par les réseaux sociaux, par Internet. Ils savent très bien quelle est la valeur d'un téléphone iPhone, le dernier modèle, d'une montre de telle marque, etc. Donc ne cherchez pas non plus à tenter inutilement les gens en leur montrant, je dirais, des produits de luxe. Voilà, d'accord ? Alors, il me disait aussi, à l'époque, parfois, puisque lui, il avait vécu au Sénégal quand il était enfant à 12 ans, son père était coopérant, il me disait, à l'époque, parfois, il y avait de l'animosité envers les Toubabs. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'était très rare, voilà. Et c'était un sentiment très minoritaire. On le ressent, oui, je vous le dis, je ne vous le cache pas, comme toujours, on le ressent. Il peut y avoir un sentiment anti-Toubab, anti-blanc, et aussi anti-français. D'ailleurs, des fois, c'est un mélange de tout ça. Pour les Français, ben, on subit un peu ce mélange anti-Toubab, anti-français, anti-blanc. Il existe, effectivement, c'est une réalité. Et ceux qui me disent qu'il n'existe pas, ben, je les mets au défi de venir me voir en visu, en vrai, et non pas derrière un clavier, pour m'expliquer qu'il n'existe pas. Et moi, je leur démontrerai qu'il existe. Mon fils, qui est à Dakar, lui-même est confronté à ça. Il me dit, l'autre fois, il se promenait dans la plage, et sans raison, il s'est fait traiter de sale blanc, etc., en Wolof. Heureusement, il a répondu et il les a calmés. Mais c'est comme ça, voilà, c'est une réalité. Mais moi, j'essaye d'analyser pourquoi il y a ce sentiment. Déjà, deux choses. Ce n'est pas un sentiment majoritaire, d'accord? Il est minoritaire. Et deuxièmement, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a un ressentiment, surtout auprès de la jeunesse sénégalaise, anti-française, anti-France. Mais pas anti-France par rapport aux Français, anti-France par rapport au gouvernement, par rapport aux politiques. Parce qu'ils reprochent à la France énormément de choses. Ils reprochent le franc CFA, ils reprochent une mainmise de la France sur le plan économique ici au Sénégal. Ils reprochent à la France, je dirais, voilà, il y a plusieurs paramètres en fait qui cultivent ou qui encouragent ce sentiment. Et il y en a effectivement, il y a des Sénégalais minoritaires qui sont dans une posture, je dirais, extrême, c'est-à-dire qui rejettent tout ce qui vient de la France, au point de ne plus vouloir parler le français, de rejeter cette langue-là et de la considérer comme la langue des colons. Donc ça existe effectivement, mais ça ne représente pas la majorité des populations. Et puis, moi, qu'est-ce que je fais quand je suis confronté à un sentiment anti-français, anti-blanc? C'est tout. Voilà, quand le gars m'insulte, je me laisse pas faire. Voilà, je conteste. Et puis, c'est tout. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas baisser la tête. Moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher. Je vis dans ce pays, je travaille, je paye mes impôts. Je n'enfreins pas les lois sénégalaises, donc je ne vois pas pourquoi je devrais subir voilà, les injures ou voilà, les moqueries par rapport à des choses qui ne me concernent pas ou directement je ne suis pas concerné. Et puis aussi, vous connaissez ma situation, enfin ma position politique, puisqu'ici je me suis engagé dans la politique. Je me suis présenté aux dernières élections consulaires en tant que tête de liste. Vous connaissez mes positions. Moi, j'estime que la France, à l'heure d'aujourd'hui, dans sa politique africaine,
elle doit revoir complètement sa politique africaine parce que à l'heure d'aujourd'hui, telle qu'elle est, forcément, ça engendre le rejet, la rancœur, la frustration. Donc la France a sa part de responsabilité. L'opération Barkhane, enfin qui a été transformée dernièrement en autre opération. Je suis pour que l'armée française quitte le Mali. Je suis pour que les pays africains ont leur monnaie, soient souverains sur le plan monétaire. Je suis pour que, voilà, il y a une multitude de choses sur lesquelles je souhaite un changement. Et d'ailleurs, là, je vous mettrai simplement, excusez-moi, j'ai le papier qui veut s'envoler, je vous remettrai le lien de la vidéo que j'avais fait avec Aminata Fati, qui était à l'époque ma colistière. Et nous avions fait une vidéo de présentation un peu de notre combat politique ici, de ce que nous souhaitions changer si nous étions élus. Ça ne s'est pas fait, malheureusement, les gens ont voté pour le statu quo. Écoutez, moi je suis optimiste, je sais que tout ça ira dans le sens de l'histoire et qu'un jour, il y aura forcément, que la France le veuille ou pas, il y aura un changement d'approche dans les rapports entre la France et le continent africain. Donc je suis confiant, c'est une question de temps, de patience et on y arrivera. Donc pour résumer, il y a un sentiment effectivement d'animosité anti-Toubab, anti-blanc, anti-français, mais ce n'est pas la majorité de la population. Et puis quand vous y êtes confronté, écoutez, vous contestez. Et puis en même temps, voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas dans mon pays, je suis un étranger, un immigré. Et comme tous les immigrés, à travers le monde, des fois, on subit voilà, des remarques peut-être injurieuses ou injustes. Et on fait avec, voilà, on compose avec. Bougez pas, je récupère mon papier qui s'est envolé. Voilà. Ensuite, il m'est dit, alors il m'est dit dans les médias que la situation politique est parfaitement stable au Sénégal. Écoutez, quand on voit la sous-région, quand on voit la situation en Guinée, au Mali, quand on voit la situation en Mauritanie, même si la Mauritanie ne fait pas entendre parler d'elle, la situation politique n'est pas extraordinaire. Voilà, donc en fait le Sénégal, c'est un îlot de démocratie dans une région qui est plutôt instable. Ça, c'est ce qui fait sa force, je dirais. Et voilà, d'ailleurs, c'est ce qui avait fait mon choix en 2004 à l'époque. Si j'avais opté pour le Sénégal, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, déjà au Sénégal, il y avait une alternance politique, puisque le pouvoir de Abdou Diouf avait été donné donc, au président de l'époque, Abdoulaye Wade. Donc il y avait une alternance politique. Et je rappelle que le Sénégal, si je ne me trompe pas, c'est l'un des rares pays africains où il n'y a jamais eu de putsch militaire. Les militaires ici sénégalais restent dans leurs casernes et sont là justement pour protéger la constitution et la stabilité politique du pays. Donc voilà, donc c'est ce qui fait vraiment la particularité de ce pays. Alors bien sûr, quand il y a des élections ou quand il y a, comme là, il va y avoir les élections municipales, il risque d'y avoir des échauffourées, parfois violentes, effectivement, entre militants. C'est arrivé, j'ai connu plusieurs élections présidentielles ici au Sénégal. C'était compliqué, c'était pas simple, mais il n'empêche que bon gré mal gré, les élections se sont déroulées et la vie politique sénégalaise a continué. Là, nous allons vivre les élections municipales. Je vais suivre particulièrement, parce que je m'intéresse à la vie politique sénégalaise, je vais suivre la situation politique à Dakar et à Ziguinchor, parce que pour moi, j'estime qu'elles ont une connotation nationale, et je vais suivre aussi la situation des élections ici à Saly, puisque j'y vis. Et il risque d'y avoir, effectivement, on entendra certainement parler d'échauffourées, de bagarres entre militants, etc. D'ailleurs, je vous relayerai, comme toujours, les informations. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Le Sénégal a de solides institutions et la démocratie, l'alternance est, je dirais, solidement implantée dans ce pays. Voilà. Dans quel coin du Sénégal trouve-t-on la plus grande communauté Toubab? Alors il me pose cette question parce que lui, justement, voilà, il me dit je ne quitte pas la France pour me retrouver avec des Français. En gros, hein, c'est comme ça que je l'interprète. Je ne quitte pas la France pour me retrouver avec d'autres Français. Je voudrais vraiment vivre avec des Sénégalais, côtoyer des Sénégalais, etc. Donc je comprends parfaitement sa situation, son raisonnement. La plupart des Toubab, vous les trouvez où? Vous les trouvez à Dakar. Vous en trouvez bien sûr sur la petite côte, je dirais, puisque là nous avons énormément de retraités, de rentiers même, voilà, de gens qui n'ont pas de besoin impératif de travailler. Et puis bien sûr nous avons des travailleurs comme moi qui venons ici parce que c'est là où j'arrive à pouvoir vivre de mon travail. Donc la petite côte, Dakar, Saint-Louis, je pense, et puis Casamance ou en plus petite minorité. Voilà. Mais voilà, grosso modo, après, en dehors de ces zones-là, je pense qu'il
il n'y a pas de forte influence toubab. Vous me le direz dans les commentaires, hein, ou que là où vous vous trouvez au Sénégal, si vous vivez là, ici à l'année, bah dites-moi, vous, dans le coin où vous vivez, comment ça se passe, etc. Donc voilà. L'économie du Sénégal semble essentiellement basée sur le tourisme. Oui, c'est vrai, et c'est pour ça qu'on a souffert ces 2 dernières années. Le tourisme, l'exportation d'arachide, voilà, je dirais, les 2 principaux je dirais, apporteurs de ressources pécuniaires au Sénégal. Donc le Sénégal et le tourisme, effectivement, le tourisme est une part non négligeable du Sénégal. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, le gouvernement sénégalais essaye de relancer le tourisme et essaye, je dirais, de diversifier ses offres. Donc il y a effectivement la Petite Côte, mais ils mettent aussi en avant la Casamance, Pointe-Sarène, enfin voilà, ils essayent de diversifier leurs activités et leurs propositions parce qu'effectivement le tourisme au Sénégal c'est quelque chose d'important. D'ailleurs il y a quelque chose qui me fait pas un peu mal, ça c'est une petite parenthèse. J'ai vu dans la semaine là, qui parlait du Dakar, puisque c'est donc la course automobile aux 4 coins du monde. Et là, elle se faisait en Arabie Saoudite. Et donc là, je crois qu'il y avait une tentative d'attentat qu'il y a eu dernièrement. Donc il parlait attentat au Dakar. Voilà, attentat au Dakar. Ouais, en fait, c'est attentat dans une course automobile en Arabie Saoudite. Et je trouve que voilà, on fait une course aux 4 coins du monde et on ne vient plus au Sénégal. Mais par contre, on garde le nom de Dakar. Moi, ça me gêne quelque part. Et je trouve que par rapport au Sénégal, c'est pas très correct. Voilà. Je pense qu'il devrait au minimum organiser une course ici au Sénégal pour rappeler un peu les sources et l'origine de cette course mythique qui était le Paris-Dakar. Et voilà, je trouve que c'est pas très correct d'utiliser ou de conserver le nom Dakar et puis de faire une course aux 4 coins de la planète sans que ça puisse profiter au Sénégal. Voilà, ça c'est mon humble avis. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Donc effectivement, le tourisme, c'est quelque chose de très important dans l'économie sénégalaise. Et on va finir par cette question qui m'intéresse parce que c'est quelque chose qui m'intéresse naturellement, la géopolitique. Qu'en est-il des risques géopolitiques avec les intégristes islamistes, Daesh, Boko Haram, etc. Alors, et pour faire court, c'est pas évident pour vous répondre. Donc je disais tout à l'heure que le Sénégal, c'est un pôle de stabilité dans le coin. Moi, personnellement, j'ai foi dans la stabilité du gouvernement sénégalais. J'ai foi également dans ces structures de défense, c'est-à-dire dans ces structures militaires. C'est pour ça que j'estime que le Sénégal n'a pas besoin de base militaire française. Elle est suffisamment grande, enfin le Sénégal est suffisamment grand pour se défendre lui-même. Et d'ailleurs, juste une chose, je reviens tout à l'heure par rapport à... Vous voyez, je ne fais pas de coupage. Je vous remettrai aussi une vidéo qui avait fait le buzz ici, parce que les gens avaient énormément apprécié mon point de vue en tant que Toubab, en tant que Français, quand il y avait eu des mouvements, vous savez, les Auchan qui avaient été brûlés, voilà, un sentiment anti-français au mois de mars de l'année dernière. Donc je vous remettrai aussi ce lien, parce que dedans, je développe un peu tout ça, pourquoi il y a un sentiment anti-français, etc. Et pourquoi nous, enfin la France, le gouvernement français a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc voilà, c'était la parenthèse. Donc le Sénégal, c'est un pôle de stabilité. Nous sommes entourés de pays avec une certaine instabilité politique. Également la Guinée-Bissau, dont j'avais oublié de vous citer tout à l'heure. La Guinée-Bissau, régulièrement, il y a des espèces de putsch ou des tentatives de putsch. Donc nous sommes vraiment entourés de pays, malheureusement, je dirais, avec une instabilité politique. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'implantation d'intégrisme au Sénégal? Je vous répondrai de la même manière qu'on avait posé la question à Abdoulaye Wade il y a quelques années de ça, et j'avais trouvé sa réponse, et d'ailleurs je la partage. Il expliquait que le Sénégal, en fait, dispose d'un rempart religieux et qui empêche toute tentative d'infiltration de l'intégrisme. Et ce rempart religieux, il est constitué des confréries. À l'heure d'aujourd'hui, au Sénégal, vous avez 2 principales confréries religieuses, les Mourides et les Tidianes, dont l'une, la ville sainte, est à Touba, et l'autre est à Tivaouane. Et donc, ces 2 confréries, en fait, et il y en a d'autres, hein, je pense aux Layènes, à Dakar, là où vit d'ailleurs mon fils, il est dans le quartier des Layènes, et donc, vous avez plusieurs confréries comme ça. Ces confréries, en fait, elles sont très bien implantées ici au Sénégal, et elles ont un pouvoir religieux, un pouvoir moral, d'ailleurs même presque, je dirais même aussi un pouvoir politique considérable, et un pouvoir financier aussi, c'est une réalité considérable. Et c'est dans la culture sénégalaise, les confréries.
énormément de musulmans ici, énormément de musulmans sont musulmans, mais en même temps sont membres d'une des confréries que je viens de citer. Et donc les prises de position des confréries sont prises ici, sont très importantes. Et donc ces confréries sont, je dirais, en guerre ouverte avec l'intégrisme fondamentaliste, parce que l'intégrisme fondamentaliste ne reconnaît pas l'autorité de ces confréries. Donc c'est quelque chose qui est incompatible. Et donc pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je le dis bien ouvertement, je ne vois pas le Sénégal plonger dans l'intégrisme religieux parce que justement il y a ces confréries qui sont là et qui servent de rempart. Et puis aussi je pense que ce n'est pas dans la mentalité sénégalaise l'intégrisme religieux. Il faut savoir qu'ici les familles, énormément de catholiques, ce qu'on appelle les catholiques, les chrétiens, vivent pacifiquement, pleinement, de manière sereine avec des musulmans. Parfois dans une famille, vous avez un père musulman, une mère catholique et inversement. Des enfants où dedans, vous avez des enfants qui sont musulmans et des frères et sœurs qu'ils côtoient qui sont catholiques, chrétiens. Quand il y a des fêtes religieuses, je rappelle que les chrétiens sont invités chez les musulmans, que les musulmans sont invités chez les chrétiens. Donc voilà pourquoi je suis serein et optimiste pour le Sénégal. Et d'ailleurs, je dirais même, c'est un exemple de tolérance religieuse. Et ça, c'est tout à l'honneur de ce pays. Voilà pourquoi moi, personnellement, je ne vois pas de risque d'implantation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas malheureusement de tentative, qu'il n'y aura pas de tentative. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant. C'est pour ça que j'ai foi dans les structures étatiques de l'État sénégalais. Voilà un petit peu, je ne veux pas faire plus long parce que je crois qu'elle dépasse largement toutes les autres vidéos, mais je voulais y rentrer un peu plus profondément. J'aurais voulu développer, mais je ne peux pas, donc je vous laisserai entre vous en dialoguer, échanger. Voilà un petit peu ce que je pouvais répondre à Olivier. Donc le Sénégal, c'est une destination sûre, mais il faut être conscient de comment c'est la réalité, ne pas venir avec un esprit naïf, ne pas venir avec, je dirais, des idées préconçues. Le Sénégal, pour y vivre, ça se mérite, c'est-à-dire qu'il faut savoir, il y a un temps d'adaptation. Moi, j'avais toujours dit qu'il faut 2 ans minimum pour pouvoir s'intégrer dans la société sénégalaise. Et voilà, et c'est pour ça que moi, j'en suis à ma 18e année. Je sais qui je suis, d'où je viens, je ne me suis pas perdu en route, parce que voilà, je vous le dis bien, je suis un immigré, vivant au Sénégal, parfaitement intégré, mais ne cherchant pas à m'assimiler. Je sais où est ma place, quelles sont mes limites, ce dont je peux parler, ce dont je ne peux pas parler. Et comme je fais toujours. Voilà, je vais quitter là pour cette vidéo. Dans une quinzaine de jours, je serai pratiquement à ma 200e. Alors, je ne sais pas si ça sera vraiment ma 200e vidéo, mais j'aimerais bien faire une foire aux questions. Cette fois-ci, vous laissez la parole pour me dire quelles seraient les questions que vous souhaiteriez me poser. Et j'y répondrai, comme toujours, dans la sincérité et la simplicité. À chacun d'entre vous, donc, je vous souhaite une bonne continuation. Et surtout encore, je réitère mes vœux, tout plein de bonnes choses pour cette nouvelle année 2022. Prenez soin de vous, où que vous soyez, et à la prochaine vidéo dans une quinzaine de jours. Merci.